Bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Josep Borrell en qualité de haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne. Je suis heureux de le recevoir d'abord parce que c'est un ami et que nous avons dans le passé eu de nombreuses occasions de collaborer et de nous estimer. Et puis je suis heureux aussi de le recevoir parce que nous avons ensemble à relever de nombreux défis. Et dans un monde de plus en plus instable, de plus en plus incertain, si l'Union européenne veut rester maîtresse de son destin et ne pas sortir de l'histoire, elle doit défendre et affirmer sa souveraineté dans de nombreux domaines. Et elle doit aussi s'en donner les moyens financiers, capacitaires, technologiques et politiques. Elle ne pourra le faire qu'en restant unie, et elle ne pourra le faire qu'en restant ambitieuse. Et le rôle du haut représentant sera, à cet égard, essentiel. Et j'ai toute confiance en Josep Borrell pour faire remplir cette mission avec détermination et volonté. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si Josep Borrell a été, pour son premier jour de fonction, présent à la cérémonie d'hommage à nos 13 soldats morts au Mali. Et ce n'est pas une coïncidence s'il participera au sommet de Pau sur le Sahel lundi. Ça sera à la fois un symbole, mais c'est aussi une évidence, parce que le rôle de l'Union européenne est clé dans de nombreuses crises, et en particulier au Sahel. Je voudrais simplement, avant de lui donner la parole, rappeler, mais il le sait, et vous rappeler, mais vous le savez aussi, combien c'est notre sécurité collective qui se joue là-bas. C'est notre frontière de sécurité, en vérité. C'est aussi la sécurité des pays concernés, bien sûr. C'est aussi la condition du développement de ces régions, bien sûr. Mais c'est aussi la sécurité de l'Union européenne. L'Union fait beaucoup, déjà, en termes de développement, de formation, avec en particulier les missions UTM et UCAP. Elle fait beaucoup aussi en soutien de la force conjointe. Elle fait aussi beaucoup dans la présence des pays européens dans la MINUSMA, la présence de pays européens dans la force Barkhane, l'annonce de la participation de plusieurs pays européens dans la Task Force Takuba. Mais la dégradation sécuritaire, en particulier au Mali et au Burkina, fait qu'il faut une présence renforcée. Nous devons, je pense, faire plus et mieux assurer le déploiement et la coordination des forces de défense et de sécurité au Mali, plus près de la zone d'engagement, mieux former et accompagner les forces armées du G5, mieux faire évoluer les missions de la PSDC sur l'ensemble du Sahel et avoir les moyens de génération de force suffisants pour assumer ces missions. Nous en parlerons beaucoup, je pense, lundi, mais je voudrais saluer en particulier la volonté exprimée déjà hier devant les ministres des Affaires étrangères du haut représentant de mettre en œuvre le partenariat pour la sécurité et la stabilité du Sahel, le P3S. Il s'agit à la fois d'élargir le champ de la coordination, de la coopération, le champ géographique, mais aussi le champ des lieux d'action et du périmètre d'action vers à la fois l'ensemble de l'appareil sécuritaire des pays concernés et de faire en sorte qu'il se soit un cadre de mobilisation et de coordination globale. Mais je pense que Josep en parlera dans un instant. Je voudrais dire aussi que nous avons évoqué la situation en Iran, nous avons évoqué la situation dans le Golfe, la situation en Ukraine, mais tout cela fait partie des conversations de transparence que nous voulons avoir tous les deux au cours du mandat qui a été confié à Josep Borrell, dont je suis sûr qu'il l'assurera avec beaucoup de force. En tout cas, je voulais à nouveau le saluer et lui redire à la fois mon amitié, mais aussi notre volonté déterminée de travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher ami Jean-Yves. Je suis vraiment ravi d'avoir échangé
Avez-vous des réflexions sur la situation internationale et sur les problèmes qui nous touchent à la France, ces grands pays européens et l'Union européenne? Et nous avons constaté que nous partageons des visions communes sur la nécessité d'aborder les défis existants et les défis à venir ensemble d'une manière efficace. Dans un monde de politique de pouvoir, nous devons penser et agir comme ce que l'Union européenne veut être, une puissance mondiale. Je vous rappelle que la présidente de la Commission a défini cette commission comme une commission géopolitique, et ceci veut dire une certaine capacité d'agir sur les problèmes du monde, en commençant pour ceux qui nous sont plus proches. Et parmi ceux qui nous sont proches, il y a sans doute l'Afrique, et à l'intérieur de l'Afrique, le Sahel. Hier, au Conseil des Affaires étrangères, nous avons lancé la stratégie pour l'Afrique qui doit s'achever par un partenariat qui verra la lumière et qui sera ratifié dans les sommets entre l'Union européenne et l'Union africaine au cours de l'année prochaine. Mais tout d'abord, il y a le Sahel. Le Sahel doit devenir une des plus grandes priorités pour l'Europe, pour l'Union européenne. La France joue un rôle de premier plan, est un pays le prix le plus élevé. J'en étais témoin quand je saluais aux soldats français dans la cour des Invalides, morts pour préserver la sécurité de tous les Européens dans la frontière sud de l'Europe, qui est le Sahel. Et je remercie au président de la République de son invitation pour participer la semaine prochaine avec des présidents des pays du Sahel, lancer une nouvelle réflexion qui va nous permettre de contribuer plus à la sécurité de ces pays, à la stabilité de ces pays et à la sécurité de l'Europe. L'Union européenne a 3 missions au Sahel. Une mission de défense, 2 missions de sécurité. Nous devons les élargir. Et je vais présenter au Conseil des ministres des Affaires étrangères des propositions dans ce sens, de sorte qu'on élargisse l'étendue géographique, l'étendue territoriale de cette mission et approfondir son ambition, de façon que la coopération de ces 3 missions aide la France dans la tâche qu'elle est la sienne dans ces pays. Ça, c'est un engagement qu'on va développer dans les prochains conseils, mais que je voulais en partager avec les ministres Le Drian, comme j'ai fait auparavant avec la ministre de la Défense. Évidemment, l'Ukraine a été présente dans nos conversations. Je salue les efforts de la France et de l'Allemagne dans le format Normandie. Je salue qu'on ait été capable d'établir un cessez-le-feu permanent, un retrait de forces, un désengagement et un échange de prisonniers. C'est le premier pas pour avancer dans une solution politique à un des grands problèmes pour l'Europe, qui est la stabilité et la sécurité dans sa frontière Est. Voilà, Monsieur le Ministre, merci à nouveau de m'accueillir dans ce merveilleux salon de la République, bien différent du bureau de Bruxelles, qui ont une allure un peu plus fonctionnelle. Merci, on avait prévu 2 questions. Il y a plein de demandes, mais il n'y aura que 2 questions. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Borrell. Question sur le Liban. Vous pouvez parler haut parce que... Oui, bien sûr. Question sur le Liban. Demain, vous accueillez des hauts fonctionnaires sur le Liban. Vu que la situation économique... Le Liban.
le Liban. Vu que la situation économique se dégrade et la situation politique ne s'améliore pas, qu'est-ce que la communauté internationale, dont la France, peut faire pour stabiliser le secteur bancaire, en particulier au Liban, et quel message avez-vous pour les autorités libanaises qui n'avancent pas vraiment pour résoudre leurs problèmes? Et juste une autre question sur l'Iran. Est-ce que vous envisagez de mettre des sanctions sur le volet droits de l'homme dans les prochaines semaines, vu ce qui s'est passé les dernières semaines en Iran? Merci beaucoup. Sur le Liban, nous avons souhaité prendre l'initiative de la réunion du groupe international de soutien au Liban qui va se réunir ici demain. Le but, il est d'inciter les autorités libanaises à la fois à prendre conscience de la gravité de la situation, de leur proposer d'avancer vers les réformes, puisque les autorités libanaises, le gouvernement libanais sera représenté, mais aussi de prendre conscience de l'appel de la rue et des manifestants qui se réunissent régulièrement depuis maintenant le 17 octobre. Donc c'est un mouvement de protestation qui s'installe dans la durée, qu'il faut écouter et faire en sorte aussi que les autorités libanaises puissent aboutir à former un gouvernement rapidement, parce que tout retard va continuer à aggraver la situation, et faire en sorte que ce gouvernement puisse engager les réformes dont ce pays a besoin. Nous étions déjà réunis ici en avril 2018. C'était également sous l'initiative de la France, dans le cadre de ce qu'on appelait CEDRE 2, avec beaucoup d'acteurs, et nous avions à ce moment-là mobilisé des montants significatifs de mobilisation financière, sous réserve que les réformes nécessaires puissent se mettre en œuvre et puissent être constatées. Il y avait, je crois, 10 milliards de dollars qui avaient été mobilisés et annoncés. Et pour l'instant, on en est resté là, puisque ni les réformes ni la stabilité n'ont été au rendez-vous. Donc c'est une espèce d'appel fort que nous allons formuler demain à destination de tous ceux qui peuvent agir pour que le Liban puisse retrouver de la stabilité. Sur la question iranienne, notre préoccupation immédiate, mais peut-être que Joseph pourra compléter, c'est de faire en sorte que nous agissions pour le maintien du JCPOA et pour alerter les autorités iraniennes du danger que représentent les violations successives de l'accord de Vienne qui, si elles étaient encore renforcées au mois de janvier, pourraient remettre en cause l'accord lui-même. Et nous considérons que c'est une mauvaise réponse à, certes, une mauvaise décision américaine sur laquelle nous avons eu l'occasion déjà de nous prononcer, mais c'est une mauvaise réponse qui est apportée aujourd'hui, et s'il importe de garder l'essentiel de l'accord de Vienne pour permettre à la sérénité et la stabilité de la région d'avoir cette configuration. Toute rupture majeure entraînerait une instabilité menaçante. Donc nos efforts vont dans cette direction. Merci, ministre. Sur le Liban, tu ne peux rien ajouter, ce que monsieur le ministre a dit. Sur l'Iran, vous avez peut-être noté que le communiqué que le service européen d'action extérieure a diffusé la semaine dernière à propos des événements au Iran. Il était avec un langage très fort, très assertif, je ne sais pas comment dire assertif, très fort, très continent, pour exposer clairement la condamnation de l'Union européenne à la répression qui tient lieu à l'Iran dans des proportions absolument préoccupantes et inacceptables. De notre côté, je dois exprimer ma satisfaction pour le fait que la réunion de Vienne a montré qu'il y a encore une chance de sauver l'accord nucléaire, qu'il y a eu unanimité des pays représentés sous la coordination de l'Union européenne et qu'on espère pouvoir convaincre les autorités iraniennes de ne pas mettre en danger
la survie de cet accord, qui pour nous, Européens, est très, très important. Mais pour l'instant, hier, au Conseil des affaires étrangères, il n'y a pas eu sur la table une proposition de sanctions à l'Iran pour la répression qui a eu lieu ces derniers jours. Ceci ne veut pas dire que le sujet ne puisse pas être abordé dans le futur. Une deuxième question. Ouais. Bonjour, monsieur Il le n'y en ministre. aura que deux. Je suis désolé parce qu'on a un emploi du temps un peu contraint. Monsieur le ministre, monsieur Borrell, bonjour, Hélène Fouquet pour l'agence de presse Bloomberg. Deux questions. Pour vous, est-ce que vous considérez que la réunion qui a eu lieu hier, monsieur Borrell, représente un progrès significatif, la réunion en format Normandie? Est-ce que c'est des progrès incrémentaux ou est-ce que pour vous c'est significatif? Et est-ce que cela pourrait éventuellement amener à une levée des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie? Et la France a le projet d'avoir une nouvelle architecture de sécurité et de stabilité pour l'Europe et qui se dirige notamment vers la Russie avec un travail diplomatique vers la Russie. Quelle est votre opinion sur cette architecture proposée par le président français? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez défendre également? Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez? Merci. Je commence et puis tu concluras. Je commence sur la première partie de votre question concernant ce qui s'est passé hier. D'abord, ça s'est passé parce que une réunion en format Normandie n'avait pas eu lieu depuis 3 ans. Parce qu'à chaque initiative prise, proposition faite à la fois par l'Allemagne et la France, il n'y avait pas de possibilité de l'autre côté. Donc cette réunion s'est passée. Elle a sans doute été facilitée par les initiatives qu'avait prises le président Zelensky, en particulier de permettre l'ouverture de 3 points de passage. Il y a eu aussi des échanges de prisonniers, donc il y avait des petits gestes qui s'accumulaient et qui renforçaient d'autres petits gestes qui créaient les conditions pour que cette rencontre ait lieu. Ensuite, elle a permis des avancées, vous l'avez rappelé, cher Joseph, tout à l'heure, dans le domaine de quasiment la vie immédiate des Ukrainiens, à la fois sur les échanges de prisonniers, sur le cessez-le-feu d'abord, sur les échanges de prisonniers, sur le déminage, sur l'ouverture de 3 points de passage supplémentaires. Donc nous sommes rentrés dans une logique positive, avec à chaque fois des avancées. Il importe maintenant que, sous le contrôle de l'OSCE, ces avancées puissent être concrétisées. Et il y a une certaine urgence, puisque l'engagement, en particulier d'échanger les prisonniers dans le concept tous identifiés pour tous identifiés, se fasse avant la fin de l'année. Et puis au-delà, il faudra continuer à aborder les questions politiques liées à la fois au statut de région de Donetsk et de Luhansk, liées aussi à la mise en œuvre de la partie politique et sécuritaire des accords de Minsk, lié aussi à l'intégration de la formule Steinmeier dans la législation ukrainienne, lié aussi au recouvrement des frontières par les autorités politiques ukrainiennes. Tout cela, évidemment, c'est devant nous, mais nous sommes dans un chemin positif pour les aborder, d'autant plus qu'il a été décidé d'avoir une réunion en format Normandie dans 4 mois. Donc il y a une relative accélération du processus qui fait que nous sommes dans une spirale positive, il faut la préserver. Merci. L'Union européenne réaffirme son soutien à la France et à l'Allemagne pour son travail dans le dit format Normandie pour aborder la question ukrainienne. C'est une initiative de ces 2 grands pays européens que l'Union européenne soutient parce qu'on est convaincu que la seule solution durable au conflit avec l'Ukraine, dans l'Ukraine et la Russie, ne peut venir que des dialogues entamés dans ce format. Et que tout changement substantiel dans les relations avec la Russie dépendent de trouver une solution durable au conflit
avec l'Ukraine. Ceci dit, je dois saluer les avancées qui ont eu lieu dans cette réunion. C'est pas mal, c'est pas peu de choses, avoir un cessez-le-feu sur toute la ligne d'engagement. C'est pas une petite chose de procéder à un nouveau désengagement des forces qui sont en face les unes des autres, les échanges de prisonniers, et ça va amener sans doute une amélioration des conditions de vie des habitants de deux côtés de la ligne de contact. Ce n'est pas préalable pour continuer le dialogue politique vers la pleine satisfaction des accords de Minsk. Et de ce point de vue, mes félicitations à la France et à l'Allemagne pour cette réunion qui, comme le ministre a dit, a eu le mérite d'exister et d'être un premier pas vers la solution du conflit. Le rapport avec la Russie dépend critiquement de qu'on trouve une solution au conflit avec l'Ukraine. Sans ça, il n'y aura pas de changement dans les sanctions établies par l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Merci beaucoup. Je vais te raccompagner. Vous êtes